Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV. Il est 19h45, le journal à la une de l'actualité. L'état d'urgence, une nouvelle fois prolongé, 30 jours de plus, valable sur toute l'étendue du territoire. Le Sénégal enregistre de nouveau des cas importés. Deux ont été déclarés aujourd'hui dans le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye a d'ailleurs exprimé une inquiétude par rapport à une probable recrudescence. Et enfin, l'hivernage approche. Le CNCR s'inquiète de l'avenir de la campagne agricole fortement infectée par le coronavirus. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux déplore des manquements liés aux semences et aux engrais. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. L'état d'urgence est prolongé de 30 jours et il s'agit de la troisième prolongation depuis le début de la pandémie. Et pour ce qui est du couvre-feu actuellement fixé de 21h à 5h du matin, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, devrait sans doute se prononcer bientôt sur son maintien ou non. Coronavirus à présent, une légère baisse des cas confirmés comparé à hier. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale parlait de 95 nouvelles contaminations. Et ce vendredi, le Sénégal a compté 81 cas positifs sur un total de 1236 tests effectués. Sachez aussi que deux autres cas importés ont été signalés. Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye pour le point du jour. Ce vendredi 29 mai 2020, sur 1236 tests réalisés, 81 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 66 contacts suivis par nos services, 2 cas importés, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Liberté 6 1, Golfe Sud 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Anne 1, Parcelles Assainies 1, Malika 2, Ouakam 1, Yeumbeul 1 et tous à Dakar. Touba 3. 52 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Et nous parlons aussi de l'évolution du coronavirus à l'intérieur du pays, mais d'abord à Guédiawaye où nous retrouvons notre correspondant Mamadou Lamine Fati. Bonsoir Fati. Anouchkaba, bonsoir et bienvenue à Guédiawaye. Pour le point de ce jour, nous allons démarrer par les préparatifs pour la rentrée le 2 juin. Aujourd'hui, toutes les stratégies sont en train d'être menées au niveau de l'IF, de l'inspection, de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, une formation a été organisée pour l'ensemble des responsables des écoles, que ce soit professeurs, que ce soit enseignants, que ce soit maîtres d'école ou directeurs du privé comme du public. Une formation pour les préparer à accueillir les enfants et à mettre en place un dispositif pour la sécurisation des enfants pour éviter la transmission du coronavirus. Une formation organisée, dirigée par le district de Guédiawaye pour capaciter les professeurs, les enseignants à prendre en charge cette situation de la pandémie au niveau de Guédiawaye. Adama Anouchkaba, pour dire tout simplement, l'ensemble des communes de Guédiawaye sont en train de mettre en place des stratégies pour lutter contre ces transmissions communautaires qui commencent à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, Guédiawaye se retrouve avec 138 cas. 138 cas depuis le démarrage de la pandémie de Covid-19. Une situation qui inquiète énormément la population, surtout les autorités. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'école, c'est l'ouverture des écoles. Comment il faudrait préparer les enfants à rejoindre l'école, comment il faudrait préparer les parents à rejoindre l'école, comment il faudrait organiser les enseignants, tous les acteurs au niveau de l'éducation. C'est ça la question aujourd'hui. Et pour terminer, pour dire tout simplement que les acteurs communautaires aussi s'impliquent dans la prise en charge pour l'organisation de l'ouverture pour éviter la transmission du coronavirus au niveau des enfants. C'était tout pour le point de ce jour, Adama. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati, notre correspondant à Guédiawaye. Direction Touba, Gorandak Lou nous y attend pour le point du jour. Bonsoir Gorandak. Bienvenue à Touba où nous avons enregistré en 72 heures 11 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire, cas qui commençait à disparaître dans la cité religieuse, mais la situation a pris une autre tournure depuis avant-hier où la population s'est réveillée avec 4 cas communautaires. A signalé qu'à Touba, seul le centre de santé de Kerkabou continue d'accueillir les patients du Covid-19, car celui de Darou Marnane est déjà libéré par l'autorité médicale de la région. Retenez que la capitale du mouridisme est jusqu'ici le deuxième foyer de la pandémie du coronavirus, malgré le nombre important des cas déclarés guéris et sortis d'hospitalisation. À ce jour, la cité sainte de Touba a enregistré 367 cas au total et 6 décès au compteur, malgré l'engagement des autorités médicales à poursuivre leur plan de riposte contre la pandémie du coronavirus. C'est tout ce qu'on peut retenir dans la cité religieuse de Touba. Et à présent, l'évolution du coronavirus à Saint-Louis avec Momar Alice. Bonsoir Momar Alice. Bonsoir à vous. Comme on l'a dit tout au long de cette semaine, la vieille ville Saint-Louis du Sénégal continue de se réjouir de sa situation épidémiologique par rapport à cette pandémie de coronavirus, puisque ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas encore signalé de nouveaux cas positifs donc à la Covid-19. N'empêche, les autorités sanitaires continuent de veiller et continuent également à sensibiliser les populations, surtout en ce qui concerne le respect des mesures barrières, notamment le port de masques obligatoire. Il faudra également retenir que Saint-Louis a reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale qui a tenu langue avec les différents acteurs de l'école, et ceci dans le cadre des préparatifs de la reprise des cours prévus ce 2 juin. Bémol s'il y en a, il faudra le signaler au niveau du transport des enseignants qui devaient quitter Saint-Louis pour les autres contrées du Sénégal. Les syndicalistes ont levé de la voix pour dénoncer le fait que le nombre de bus qui a été affrété à Saint-Louis pour le transport des enseignants a été jugé minime. D'autres couacs également notés dans l'heure en tout cas qui a été fixée aux enseignants par rapport à leur départ. En tout cas, les enseignants se sont dit pas du tout satisfaits par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont voyagé. D'une manière un peu ramassée, tout ce qu'on pouvait retenir ici dans la cité de Mamkumbabang par rapport à cette pandémie de Covid-19. Momar Alice, et nous restons à Saint-Louis. Les cours reprennent le 2 juin et le ministre de l'Éducation nationale était à Saint-Louis dans la vieille ville ce matin pour remettre du matériel aux écoles, du matériel de protection. Mamadou Talla s'est voulu rassurant. Selon lui, cette reprise des cours se fera dans les règles de l'art. Regardez. Également, nous avons amené du matériel. Cette caravane que nous avons commencée à Thiès, à Rufisque, à Dakar, à Louga, aujourd'hui ici, et demain, Kaolack, Kaffrine, nous allons le faire au niveau national. C'est d'abord pour constater ce qui est fait et en même temps apporter le matériel. Pour dire que nous avons amené aujourd'hui des thermoflash, nous avons amené du matériel de lavage, mais nous avons amené du savon, du gel. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons également pensé aux élèves qui ne reprennent pas, parce qu'en réalité, la reprise ne concerne que 3 classes. La 3e, la terminale et CM2. Les autres également, nous avons amené ce qu'on appelle les duplicopieurs. Ces duplicopieurs qui peuvent donc photocopier 14 000 copies à la minute, à l'heure, nous permettent donc d'accompagner les élèves qui ne sont pas aujourd'hui à l'école en termes de documents et de documentation. Donc c'est dire que le constat que nous faisons ici en sortant de cette ville, avec ce comité organisé autour du gouverneur, avec l'inspecteur d'académie, les inspecteurs d'éducation et de formation, les enseignants, les chefs d'établissement, les syndicats, les parents d'élèves, toute la société civile, tous les acteurs de Saint-Louis. Ce que nous avons vu aujourd'hui, on est en droit de constater que les bases d'une bonne reprise pour le 2 sont là. Toujours à Saint-Louis, la commune participe à l'effort et soutient les établissements scolaires. Voici le maire Mansour Faye qui répond à Momar Alice et à Lecham. Il s'agit notamment du nettoiement de l'ensemble des écoles élémentaires de la ville, de la dotation du service d'hygiène en produits désinfectants pour les écoles, de la mise en place d'un dispositif de lavage des mains à l'entrée des écoles élémentaires,
de la distribution de 15 000 masques aux élèves et personnels enseignants, de la mise en place de 46 appareils thermoflash à l'entrée des écoles primaires. Toutes ces dispositions seront prises en concert avec le comité régional de gestion de l'épidémie, à la tête duquel se trouve le gouverneur de la région de Saint-Louis, que nous remercions au passage. À cela s'ajoute que la mairie est à l'écoute de l'administration éducative de la région, notamment l'IA et l'IEF commune, pour toute interpellation afin d'accompagner la réouverture des écoles et la reprise effective des cours à Saint-Louis. Pour terminer, j'en appelle au personnel enseignant et les élèves au respect des gestes barrières à l'école et à la maison. Retour sur Dakar, le ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique au chevet des établissements scolaires. Du matériel de protection est convoyé dans des écoles de Dakar et le lycée Lamine Gueye a reçu son lot aujourd'hui. Nos équipes étaient sur place. Abdulrahman Li, Moussa Fall, compte rendu. La réouverture des classes pour les élèves en classe d'examen doit se faire dans les règles au niveau des établissements scolaires. Les règles d'hygiène donc, pour qu'aucun cas de contamination à la COVID-19 n'y soit dénombré. C'est ce qui explique l'implication aujourd'hui du ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique qui procède à une distribution de matériel de prévention au-delà de l'opération de désinfection faite la veille ici, au lycée Lamine Gueye, nous dit le proviseur. Aujourd'hui, ils sont venus nous accompagner dans la préparation du cadre de vie, mais également nous doter de matériel pour pouvoir respecter les règles édictées. Ils sont venus désinfecter nos salles de classe. Ils sont venus avec l'UCG nous nettoyer l'environnement de l'établissement. Et en plus, ils nous ont dotés de masques, ils nous ont dotés de gel hydroalcoolique. Ils nous ont également dotés surtout d'une pompe pour nous permettre de pulvériser chaque fois de besoin le cadre. Nous savons que nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir assurer les conditions d'une bonne reprise. Une dotation de matériel qui précède celle attendue du ministère de tutelle, qui vient à point et en appoint selon Aïssatoussi. Conscient de la pertinence de l'instant choisi, le directeur de l'hygiène publique révèle que d'autres écoles sont ciblées. En collaboration avec l'inspection d'académie de Dakar, évidemment, nous allons faire beaucoup de lycées au niveau de l'inspection, ici au niveau de Dakar. Et nous avons juste démarré aujourd'hui au lycée Lamine Gueye. Nous allons faire certainement le lycée Kennedy, le lycée moderne de Dakar et pas moins d'autres établissements qui vont nous accueillir et évidemment qui vont certainement s'approprier le programme pour essayer de collaborer avec nous pour qu'on puisse atteindre les objectifs de ce grand programme. Et avant de se rendre dans ces autres établissements scolaires, le proviseur du lycée Lamine Gueye s'inquiète par ailleurs pour la sécurité du sien. Et pour cause, excepté le personnel, les élèves, le lycée Lamine Gueye abriterait des commerçants. Nous sommes confrontés à des difficultés parce qu'il y a des situations que nous avons trouvées qui ont duré ici. Nous ne sommes pas seuls dans l'espace, mais nous sommes envahis par d'autres communautés, comme ce que vous avez vu ce matin. Et nous pensons quand même que l'école doit être occupée par vraiment la population qui doit l'occuper. Quand nous avons des personnes étrangères qui squattent l'établissement, c'est un souci en termes sécurité, c'est un souci en termes santé. Un lycée qui doit recevoir le 2 juin près de 374 élèves répartis dans 17 salles de classe. Des salles de classe qui ont été doublées pour faire respecter la distanciation physique. Merci beaucoup Abdulrahman Li. Allons à présent à Kolda. En cette période de l'année, le maraîchage reste la principale activité qui nourrit les populations. Mais malheureusement, des difficultés commencent à s'accentuer dans les zones situées aux abords de la frontière avec la Guinée-Bissau. Impossible d'écouler les productions hors des zones d'exploitation. La correspondance est signée Seydou Diatta. Ce périmètre maraîcher est quotidiennement le point de convergence pour les femmes de cette contrée frontalière à la République de Guinée-Bissau. Ici, ces femmes venues des différents villages de la commune de Kumbakara ont réussi à allier activités génératrices de revenus et solidarité. Ce périmètre accueille 3 groupements de femmes tous les jours et nous cultivons du gombo,
de l'oignon, des aubergines et de l'oseille. Environ 160 femmes travaillent ici tous les jours. Une partie de la production est destinée à notre propre consommation. La recette tirée de la vente de l'autre partie est versée dans la caisse communautaire. Ce périmètre maraîcher se présente également comme un champ-école où les nouvelles techniques culturelles et la promotion de la culture bio sont mises en exergue. Ici, nous utilisons du fumier fait à base de bouse de vache mélangée avec de la paille. Donc on cultive sans mettre de l'herbicide, sans mettre du produit pour traiter les attaques. On parvient à réaliser une agriculture saine. Et dans le cadre de ce projet, nous avons mis l'accent sur la production agroécologique pour la valorisation des produits et des périmètres maraîchers avec l'utilisation des produits bio. Par le passé, nous utilisions des produits chimiques comme l'herbicide pour traiter nos plantes et les maux de ventre étaient fréquents. Mais quand nous avons changé de méthode, ces maladies sont devenues moins fréquentes. L'essentiel de la clientèle réside de l'autre côté de la frontière avec la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 a occasionné la limitation des déplacements et le manque à gagner est énorme. Les clients venaient de partout, mais depuis quelques mois, le coronavirus les a tous bloqués. Nous avions à l'époque la possibilité d'aller jusqu'en Guinée pour écouler nos produits, mais maintenant ce n'est plus possible. Tout le monde est resté confiné dans sa zone et c'est difficile pour nous. Cet avènement du coronavirus aujourd'hui pose un très grand problème dans les zones transfrontalières. Les femmes ont des difficultés pour écouler leurs marchandises au niveau des loumeaux qui tardent à redémarrer, mais aussi au niveau des zones frontalières qui venaient souvent se ravitailler. Dans cette partie de la région de Kolda, le maraîchage reste la principale activité génératrice de revenus en cette période de l'année. Malheureusement, la Covid-19 a confiné toutes les productions dans les zones de production. L'hivernage se profile à l'horizon. Les prévisions de la météo prévoient une pluie abondante, mais le CNCR se dit préoccupé par l'avenir de la campagne agricole. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux décèle plusieurs manquements en lien avec les engrais et les semences. Tout de suite, les explications du porte-parole du CNCR, Sidiba, joint par El Hadj Malick Cissé. Sur la mise en place des intrants, et les commissions sont déjà mises sur pied. Les opérateurs qui ont eu leur notification procèdent à la mise en place des semences d'arachide présentement, parce que c'est des semences coques qu'on doit décortiquer. Mais on attend encore la mise en place d'autres semences, telles que le riz, telles que les niébés, telles que le sorgho, telles que le sésame, ou autres cultures. Et maintenant, pour les engrais aussi, ça n'a pas encore démarré. Mais il me semble que pour l'arachide, la mise en place a avoisiné les 25 et les 30% au niveau de certaines régions. Et probablement, au niveau d'autres régions, peut-être beaucoup plus au sud, ce niveau-là doit être peut-être dépassé et atteint probablement à plus de 50% parce que le délai fixé aux opérateurs pour mettre en place ces intrants d'arachide, ces semences d'arachide, et le 31 mai, et le 31 mai, c'est après-demain. Comme ils l'ont fait avec les enseignants, qui nous laissent rentrer chez nous, et ils organisent que le ministre du Transport terrestre et celui de l'Intérieur organise cette rentrée-là, qu'on nous dise que telle période à telle période, préparer tous les paysans du Sénégal des 14 régions doivent se préparer pour rentrer chez eux.
Et nous parlons de tout à fait autre chose. Ce 29 mai est célébrée la journée mondiale des casques bleus. Depuis 1948, 3900 casques bleus ont péri en servant sous le drapeau des Nations Unies. Parmi ces soldats, Mbaye Diagne, ce Sénégalais qui s'est illustré lors du génocide au Rwanda en 1994. Nous lui rendons hommage ce soir. Portrait signé Boubacar Dia. Le 18 mars 1958, date à laquelle capitaine Mbaye Diagne est né, après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Dakar, il s'est inscrit à l'École nationale des officiers d'actifs de l'armée sénégalaise. À la fin de sa scolarité, Mbaye Diagne atteint le grade de capitaine. Il reçoit le commandement de la 3e compagnie du 6e bataillon d'infanterie et combat dans le conflit en Casamance de 1989 à 1993. Cette année-là, Diagne a été envoyé au Rwanda dans le cadre d'une équipe d'observateurs militaires de l'Organisation de l'Union africaine chargée de surveiller la guerre civile rwandaise, un conflit qui opposait le gouvernement dominé par les Hutus et le Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par les Tutsis. Capitaine Mbaye Diagne est affecté à la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, MINUAR, une force de maintien de la paix des Nations Unies destinée à superviser la mise en œuvre des accords d'Arusha, un accord de paix destiné à mettre fin à la guerre. En avril 1994, le président rwandais a été tué. À l'assassinat du premier ministre Hutu, Mbaye Diagne a sauvé ses enfants et leur a assuré un passage sûr hors du pays. Mbaye Diagne a ensuite entrepris de nombreuses missions seul autour de Kigali en violation des règles d'engagement de l'ONU. Il a également protégé certains Hutus et a travaillé à la sauvegarde de la communauté sénégalaise expatriée. Il existe diverses estimations du nombre de vies sauvées par Mbaye Diagne, allant jusqu'à plus de 1000. Le 31 mai 1994, Mbaye Diagne a été tué lorsqu'un obus de mortier lancé par les forces du FPR a explosé près de sa voiture alors qu'il est arrêté à un poste de contrôle gouvernemental. C'est en 2005 que Mbaye Diagne a été décoré à titre posthume du grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la médaille du capitaine Mbaye Diagne pour courage exceptionnel en 2014 en son honneur. Boubacar Dieng, sachez que 1918 soldats sénégalais sont actuellement en mission à travers le monde selon l'ADIRPA. Transition pour cette actualité internationale qui nous mène aux États-Unis. Mort de George Floyd. Une équipe de la chaîne américaine CNN arrêtée en direct lors des violences à Minneapolis. Les responsables de la chaîne dénoncent une violation de la Constitution américaine qui garantit la liberté de la presse. Les précisions de Aminata Ndong. Une équipe de la chaîne américaine d'information en continu CNN a été arrêtée par la police vendredi matin alors qu'elle couvrait en direct à Minneapolis la 3e nuit de manifestation. Des manifestations consécutives à la mort d'un noir lors d'une interpellation musclée. La scène a été retransmise en direct peu après 5 heures du matin, heure locale. Sur les images, on y voit le journaliste Omar Gibenez faire face à des policiers en tenue anti-émeute. La caméra continue à tourner lorsque 2 policiers se saisissent de son micro pour lui passer des menottes. Malgré s'être identifié, le journaliste de CNN et son équipe de production ont été arrêtés ce vendredi matin. Une violation manifeste du premier amendement de la Constitution américaine, une constitution garantissant la liberté de presse, a dénoncé CNN dans un communiqué. La chaîne appelle les autorités à la libération immédiate de ses employés. CNN a fait savoir peu après 11 heures heure locale que son équipe avait été finalement libérée. Et cette actualité internationale met un terme à cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie et bonne suite des programmes sur ITV. Bonsoir.